Derrière ce vieil homme discret, absorbé dans les méandres de ses pensées, se cache l'un des plus grands physiciens nucléaires du monde qui a contribué à faire entrer la France dans l'ère de l'énergie atomique. Pourtant, les premières années de l'existence de Robert d'Hautrey ne présageaient en aucun cas d'un destin hors du commun. À l'époque, il s'appelait Robert Kouchelevitz, fils de Max et Esther, juifs exilés de Russie. C'était vraiment presque la misère. On habitait une boutique, c'était une boutique avec les toilettes en dehors sur la cour et surtout un grand atelier en bas. D'autre part, moi je n'avais pas de lit. Il y avait un petit coin où on me mettait de quoi m'allonger et une couverture dessus. Je me rappelle que payer le loyer était à chaque fois un drame. Et donc il fallait, pour payer le loyer, diminuer encore sur la nourriture pendant un certain temps. Et moi, en même temps, c'est partout un souvenir de bonheur, c'est partout un souvenir du moment présent. À l'école, les matières, les unes par rapport aux autres, il n'y en avait pas que je préférais. Mais il y avait des choses que j'aimais. J'aimais entendre les fables de La Fontaine. J'aimais d'autre part la géométrie parce que je la voyais dans ma tête. Je n'avais pas à la regarder, elle était dans ma tête. Et en somme, il se passait une sorte de phénomène que je n'ai jamais compris, c'est que petit à petit, les choses, je les vois, j'ai une vision des choses et c'est après que je dois l'expliquer. Et je suis bien embarrassé pour l'expliquer par un raisonnement. Je les vois à l'intérieur de moi. La scolarité du jeune Robert est brutalement interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Il est obligé de fuir Paris avec sa mère et se cache dans le sud de la France où il devient berger. Son père est déporté et ne reviendra pas des camps. De retour en 1945, c'est presque par hasard que Robert d'Hautrey va présenter le concours d'entrée à l'École des Arts et Métiers. J'étais à l'école primaire supérieure Colbert, mais le chef de classe a pensé que je n'avais pas le niveau. Et donc, je suis rentré chez moi très tranquillement. Et puis, ma mère m'a dit « Oh, tu devrais tout de même aller t'inscrire toi-même. » Alors donc, j'ai été là. C'était le temps de Monsieur Bonafous. On m'a fait extrêmement bon accueil. On m'a dit « Bien sûr. » Et j'ai été reçu premier. Ça ne m'a fait rigoureusement ni plaisir, ni pas plaisir, parce que je ne savais pas si c'était une erreur ou autre. Et je ne me rendais absolument pas compte à cette époque de ce que ça voulait dire. Moi, je ne savais absolument pas ce que c'était que les arts et métiers. Je connaissais absolument pas ce que c'était que le milieu de l'usine, des ingénieurs, des techniciens. Pour moi, c'était un monde totalement inconnu. Et quant à ma mère, elle n'y voyait, elle, qu'un seul avantage. Elle se disait, tu vas pouvoir faire un bon mariage. tu vas pouvoir épouser la fille d'un industriel. C'était le mot à la mode à l'époque. J'ai appris à déchiffrer tout ce qui est le monde de la mécanique. Brusquement, quand je vois quelque chose, je découvre un monde où partout, tiens, je me dis, tiens, ici, ils ont mis des boulons, et comment ils ont fait l'étanchéité? Tiens, ici, pourquoi ils ont fait une partie vide? Qu'est-ce que c'est finalement que ça? Pourquoi ils ont été mettre ça là? Etc., etc. En parcourant aujourd'hui les ateliers qu'il a quittés il y a 60 ans, Robert d'Hautrey se replonge avec émotion dans le souvenir de ses années passées aux arts et métiers. C'est un monde qui était resté au fond de moi et que je le retrouve intact. C'est un monde dont brusquement ici, pendant 3 ans, j'ai eu la clé. C'est retrouver tant d'ingénuité, de simplicité quand on est dedans. En même temps, c'est le monde tout de même, c'est le monde où on se salit les doigts, c'est le monde où on utilise ses mains. Et d'autre part, ça me semble une merveille. Depuis toujours, Robert d'Hautrey revendique fièrement son passé de Gazard, preuve de son attachement à l'école qui a su lui donner sa chance et qui peut aujourd'hui se réjouir d'avoir rendu possible l'accomplissement d'une carrière hors du commun.
On peut être d'autant plus fier qu'il sorte de l'école que lui-même en est fier et qu'il est très heureux d'avoir fait les arts et métiers. C'est un remarquable exemple de l'ascenseur social que l'école a toujours valorisé et que nous essayons encore maintenant de valoriser. C'est quand même une des grandes caractéristiques de l'école et Robert Dautrey en est un remarquable exemple. Les arts et métiers se terminent, mais avant de se terminer, Bonafous me dit « Vous devez aller à Polytechnique ». Et je lui dis « Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Polytechnique ?» Et il me dit « Si, vous verrez, vraiment, Polytechnique, ça vous ouvre tout. Essayez de faire 1 an de préparation. Vous rentrerez peut-être dans les derniers, mais vous rentrerez. Et là, vraiment, ça sera pour vous quelque chose. » Après 1 an de préparation au lycée Louis-le-Grand, Robert Dautrey est reçu second au concours de Polytechnique en 1949, sort major de sa promotion et intègre le prestigieux corps des mines. En 1954, il est affecté au service des mines de Clermont-Ferrand, ce qui aurait pu être le début d'une longue carrière d'ingénieur. Mais Jean Hulmeau, l'un de ses professeurs de Polytechnique devenu son mentor, en décide autrement. Persuadé que son élève est fait pour la recherche et que le nucléaire représente l'avenir de la France, il le pousse à changer de cap. Il lui présente Jules Horowitz, chef du service de physique mathématique au commissariat à l'énergie atomique. Je n'avais pas du tout l'idée de rentrer dans la recherche scientifique. Et puis c'est ce professeur-là qui m'a envoyé sur Horowitz. J'avais le plus grand respect pour ce professeur. Et donc, et ce qu'il disait de la France qui avait besoin du nucléaire. Donc j'ai dit, bon, là, je veux bien le faire. En 1955, à 27 ans, Robert Dautrey entre au CEA avec pour première mission le contrôle des moteurs de sous-marins nucléaires. Ces recherches permettent de réguler la puissance de la réaction nucléaire qui propulse l'engin, le rendant capable d'accélérer ou ralentir comme n'importe quel autre submersible. Mais pour Robert Dautrey, l'étude ne s'arrête pas là, car le contrôle de la réaction nucléaire comporte aussi des risques qu'il faut pouvoir maîtriser. Je vois que ce contrôle peut échapper et que le système peut devenir instable et se mettre au contraire à monter en puissance. Et cette instabilité, je la vois tout de suite, le moyen de l'empêcher. C'est s'arranger pour que quand le système chauffe, automatiquement, il y a une contre-réaction qui le fait retomber. Et les Russes, c'était ça, Tchernobyl. Ils n'avaient pas ceci. Robert Dautrey applique alors ses théories aux réacteurs de centrales électriques que le CEA développe à l'époque. Les principes qu'il publie sont encore aujourd'hui ceux qui garantissent la sécurité de toutes les centrales nucléaires françaises. Ce premier succès fait de Robert Dautrey un chercheur de premier plan. En 1959, on lui confie la direction du projet Pégase, le premier réacteur d'essai de Cadarache, qui vise à tester le comportement des combustibles utilisés dans les futures centrales électronucléaires. Je suis à la fois patron de la construction, de la conception de la physique la plus nucléaire qu'on peut s'imaginer, mais en même temps du chantier où j'ai un chef de chantier qui, lui, s'occupe de compter les camions qui arrivent. Pégase est lancé avec succès en 1963 et Robert Dautrey est affecté à un nouveau programme européen, la conception d'un réacteur à haut flux de neutrons. Outil de recherche fondamentale, ce réacteur nucléaire vise à projeter un flux intense de neutrons sur des échantillons afin d'étudier le mouvement des atomes à l'intérieur de la matière. À la suite du retrait des Britanniques, le projet est abandonné, mais Robert Dautrey décide d'en continuer seul la conception. Je fais un pari. Mais toute ma vie, j'ai fait des paris parce que je sais bien que les choses changent et les besoins changent. Et je fais tout le dessin tout seul. Avec un collaborateur sur la planche à dessin au sous-sol de Saclay, avec un autre qui m'aide pour la neutronique, avec un Américain qui avait fait un réacteur du même genre près de New York à Brookhaven. Et donc, je me dis, je serai prêt si ça change. Pari gagné, la France et l'Allemagne décident de se lancer seuls dans la fabrication du réacteur. En 1967, une convention est signée entre les deux pays, créant à Grenoble l'Institut Laot-Langevin. Robert Dautrey est nommé chef de projet, chargé de la conception des infrastructures scientifiques et techniques de l'Institut.
Celui-ci sera lancé en 1971 et reste aujourd'hui le leader mondial pour les recherches utilisant les faisceaux de neutrons. Au milieu des années 60, la carrière de Robert Dautrey prend un nouveau tournant qui va le faire entrer dans le secret des recherches militaires. À l'époque, le général de Gaulle s'impatiente face aux échecs répétés du CEA pour mettre au point la bombe thermonucléaire, communément appelée bombe H. Le gouvernement réclame alors la refonte totale du programme de recherche. Robert Dautrey accepte le poste de directeur scientifique de la direction des applications militaires du CEA, alors que la majeure partie des chercheurs est opposée au développement d'un arsenal nucléaire français. J'ai bien vu que la France avait besoin d'être défendue. N'oubliez pas qu'en 1949, il y avait la bombe russe. Et que d'autre part, il y a eu la bombe chinoise. N'oubliez pas que j'étais au courant de tout ce qui se passait aux Indes dès l'indépendance pour faire un armement atomique. Donc par patriotisme, je me disais qu'il fallait que la France puisse se défendre. Prenant le contre-pied des orientations technologiques privilégiées jusqu'alors, Robert Dautrey persuade ses dirigeants de changer totalement le concept de la bombe. Les solutions qu'il développe conduisent aux premiers essais nucléaires français réussis en 1968. La France accède au rang de puissance nucléaire au même titre que les États-Unis à l'URSS. Mais alors que tout le monde crie victoire, Robert Dautrey pense déjà au prochain défi qui se présente à lui. En fait, les gens qui voulaient le thermonucléaire à cette époque, ils croyaient que ça permettrait d'être bien plus destructif. Et moi, je savais que c'était pas vrai. Je savais que la réalité, c'était que ces bombes mettaient en jeu des phénomènes physiques qui pouvaient prendre toutes les formes. C'est-à-dire qu'on pouvait leur donner des dimensions, non pas d'une Simca, mais d'un ballon. Pas plus grand que ça. Vous pouvez donc essayer d'épargner les civils et de viser ce qui est militaire. Donc c'est ça qu'a donné le nucléaire. Responsable de toutes les recherches consacrées au développement de l'arsenal nucléaire français, Robert Dautrey travaillera pendant toute sa carrière à la miniaturisation de la bombe H pour permettre son embarquement dans des missiles portés par sous-marins ou installés sur le plateau d'Albion. Il développera également le laser Phébus, unique en Europe, capable de reproduire les conditions de température et de pression atteintes lors de la fusion nucléaire, outil indispensable depuis l'arrêt définitif des essais nucléaires dans le Pacifique. En récompense de chacune de ces réussites, il sera successivement élevé au rang de chevalier, officier, commandeur, puis grand officier de la Légion d'honneur. Malgré toutes ces décorations, Robert Dautrey est resté un homme de l'ombre qui fut même contraint de vivre caché une partie de sa vie. C'est suite à une réunion au palais de l'Élysée que Valéry Giscard d'Estaing demandera au directeur de la DST d'organiser sa protection. Il m'a dit, vous avez tout en tête des concepts scientifiques de l'arme. Donc il m'avait dit, c'est très facile de vous enlever, et puis ensuite, avec de la torture, on vous fera toujours parler. Alors, moi je tombais du ciel, j'y avais jamais pensé. Alors donc il m'a dit, je veux faire, premièrement, que vous ayez une voiture de service, mais une voiture banalisée. Et donc on m'a fait prendre la plus petite des Peugeot, mais avec un moteur puissant, qui permettait un démarrage à toute vitesse. Un chauffeur formé à aller sur des parcours sur les trottoirs, etc., à démarrer partout. Bon. Et puis, d'autre part, il m'a dit, votre adresse doit disparaître de tous les annuaires. Elle doit disparaître, que ce soit à l'annuaire de l'Académie, que ce soit l'annuaire des arts et métiers, que ce soit l'annuaire des mines, que ce soit le bottin, que ce soit votre permis de conduire, que ce soit vos papiers. Tout doit disparaître, et donc là, il me remplace tout, sauf un jeu dans lequel il y a un vrai passeport, une vraie carte d'identité, un vrai permis de conduire, et ça a un autre nom. Dumont. Je détestais sortir. Donc,
la clandestinité, moi, ne m'a pas gêné du tout. La carrière de Robert Dautrey à la direction des applications militaires s'achève en 1991. À 63 ans, il devient directeur scientifique du CEA, puis haut-commissaire à l'énergie atomique, concentrant ses efforts sur la gestion des déchets nucléaires et la protection des civils contre les radiations. Il participera également au développement des outils de la science de l'atome pour les recherches sur le réchauffement climatique, qu'il est l'un des premiers à avoir étudié dans le cadre de l'Académie des sciences, dont il est membre depuis 1977. Grâce à cette trajectoire unique, Robert Dautrey est l'un des seuls scientifiques du monde à posséder une vision aussi globale du domaine nucléaire. J'ai eu pour moi dans la tête comme outil la continuité complète de l'atome à l'aspect le plus fondamental de l'objet le plus petit jusqu'à l'objet que les hommes manient. Toute sa vie, Robert Dautrey se consacrera à la science. Avec le mathématicien Jacques-Louis Lyons, il mettra 10 ans pour rédiger les 4000 pages et 9 volumes d'un ouvrage répertoriant les outils mathématiques indispensables aux physiciens, qui reste encore aujourd'hui une Bible appelée par tous le Dautrey-Lyons. Homme d'écrit plutôt que de discours, il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'énergie, la radioactivité ou le réchauffement du climat. Pour saluer l'importance de ses travaux sur les déchets radioactifs et la prolifération nucléaire réalisés dans le cadre de l'Académie des sciences, Pierre Messmer lui a remis en 2007 la Grand Croix de la Légion d'honneur, distinction rare, puisque seuls 63 dignitaires sont encore en vie aujourd'hui. Malgré la trajectoire exceptionnelle de ce fils d'immigrés russes devenu académicien, ayant conseillé la plupart des présidents et ministres de la Ve République dans le domaine du nucléaire, Robert Dautrey reste pour beaucoup celui qui permit à la France de se doter d'un engin de mort et de destruction diabolique, la bombe H. Je pense avoir rendu service au pays, et quand vous êtes insulté par vos amis, parce que ça m'est encore arrivé, le courage, c'est d'accepter l'opprobre et d'accepter l'humiliation. C'est de supporter, de faire des choses que les autres ne veulent pas qu'on fasse. Je sais ce que les autres voient de moi, et au contraire, les gens qui me connaissent voient de moi une toute autre image. D'ailleurs, peut-être qu'avez-vous déjà changé la vôtre.